À 12h57, c'est le moment de rejoindre notre chroniqueur économique, professeur au George Mason University et économiste senior à l'Institut économique de Montréal, Vincent Geloso. Comment ça va, mon ami? Toujours bien. Écoute, on va parler de décroissance dans quelques instants. Juste avant, il y a quand même une nouvelle majeure qui est sortie aux alentours de midi. Concernant les déboires et l'aventure incroyable du gouvernement du Québec avec l'entreprise Nordvolt. Des informations qui sortent dans les médias de Québécois et qui nous laissent croire qu'on est en réflexion présentement au gouvernement du Québec pour ajouter un 300 millions supplémentaires en capital action à la maison mère de Nordvolt en Suède, qui d'ailleurs s'est fait dire non par son propre gouvernement il y a à peu près une semaine. J'aimerais avoir tes impressions. Ben écoute, on est dans ce qu'on appelle, en anglais, c'est sunk cost fallacy. C'est qu'une fois qu'on a commencé à faire quelque chose, on se dit on peut pas arrêter maintenant parce qu'on a déjà mis tellement d'argent dedans. Présentement, le gouvernement du Québec a mis beaucoup d'argent, mais c'est pas la bonne manière de penser. Ce qu'il faut penser, c'est quoi les rendements futurs. Et présentement, il y a pas grand-chose qui indique que ça va bien aller, largement parce que l'enthousiasme que le gouvernement a dans la question du domaine des batteries. On choisit une compagnie qui a fait du lobbying politique, donc probablement pas une compagnie qui se gère très, très bien, parce qu'une compagnie qui décide de dépenser plus de ressources sur faire plaisir à des politiciens plutôt que de faire plaisir à des actionnaires. Généralement, c'est pas des compagnies qui sont très bien gérées. Et de deux, ça dépendait vraiment de mettre beaucoup d'argent dans un seul panier qui est la performance du marché des batteries et d'un joueur en particulier. Ouais. Et il n'y a rien qui indique présentement que l'avenir a l'air optimiste. Ça serait probablement le meilleur moment d'avaler la pilule, d'absorber les pertes et de passer à un autre appel. Là, maintenant, on est juste vraiment en train de mettre de l'essence dans un réservoir qui a un trou énorme dedans. Parce qu'on les voit, là, puis c'est presque quotidiennement. Là, hier, 1600 emplois, 25 % de tout l'effectif mondial de Nordvolt s'est fait mettre dehors. Et aujourd'hui, on apprend via Bloomberg qu'une autre firme de redressement, de restructuration est engagée, Teneo, pour revirer, et je cite, chaque pierre dans l'espoir de sauver la compagnie. Et là, tu as le gouvernement qui réfléchit à rajouter 300 millions. Est-ce qu'ils lisent Bloomberg? Est-ce qu'ils lisent les journaux en Europe? Est-ce qu'on est vraiment pris dans notre schisme de médias francophones? Je comprends pas. Je te dirais que c'est vraiment, je reviens à l'analogie que je te faisais au début, c'est la perspective du gouvernement. Ouais, mais... On a tellement mis d'argent maintenant dedans qu'il faut qu'on en mette d'autres pour éviter de perdre notre argent. C'est pas la bonne manière de penser. Il faut que tu penses juste au chemin devant toi, pas le chemin que tu as déjà fait. On n'a pas déjà joué dans ce film-là, Vincent? Je veux dire, d'en rajouter puis d'en rajouter. Port Daniel, j'ai 2-3 exemples là, où ça la cimenterie mécanisme. Mais écoute, il y avait aussi que c'était absolument prévisible comme échec. Il y a 11 mois, parce que j'ai été voir ce matin, la dernière fois que j'ai fait, que je me suis prononcé publiquement là-dessus, c'était un débat à Radio-Canada contre... Daniel Breton. Oui, l'ancien ministre du gouvernement du Parti québécois. Maintenant lobbyiste, disons-le. Oui, maintenant lobbyiste pour les automobiles électriques. Et j'expliquais dans ce débat-là que c'est pas parce que la batterie, c'est pas un bon secteur dans lequel faire des investissements. C'est que si tu regardes juste empiriquement, on a eu des industries au Québec qu'on a subventionnées, les chantiers navaux, on avait eu les grappes industrielles de Gérald Tremblay, on avait eu le moteur roue de Hydro-Québec, on avait eu le projet de l'amiante, on avait eu le projet du plan technologique de 1985, le tournant technologique de 2000, le virage électronique de 2003. On a eu tellement de plans industriels, la Cité du commerce électronique, la Métaphoria. Dans tous les cas, c'était des affaires soit qui ont été des flops monumentaux ou qui ont été absolument décevants, qui ont sous-performé relativement, disons, à des bons du Trésor. Donc, des rendements, quand il y en avait, ils étaient en bas de si on avait juste mis notre argent à rembourser la dette.
Ce qui est absolument décevant. Et la critique que je faisais, c'était que c'est une régularité empirique. L'État n'est pas capable de choisir des innovateurs parce que l'État regarde toujours dans le rétroviseur. Il n'est pas capable de regarder en avant. C'est la nature même de l'État. Il ne peut pas prédire l'innovation. Il ne peut pas la déployer. Et j'avais dit que ça allait finir en flop. Je pensais juste pas que ça allait juste me prendre moins d'un an pour pouvoir dire que c'est probablement la meilleure chose qui est sortie pour ça. C'est que je peux encore dire pour peut-être la 4e fois dans ma carrière que j'ai fait une prédiction très explicite, que c'est la 4e fois sur 4 que j'ai raison. Donc, je pourrais dire ça à ma femme, j'ai un taux de réussite de 100%, mais c'est juste que je me prononce rarement avec une prédiction, mais celle-là, je suis très content de l'avoir eue. Mais je présume que mon homologue du débat de Radio-Canada va toujours être invité pour son expertise en termes d'échec économique. mais là, c'est pas des farces. On parle d'un investissement avec 2 paliers. Évidemment, le provincial, qui, on le sait, a mis via la CDPQ, investissement et le gouvernement, au-dessus de 700 millions. On pense en rajouter 300. Donc ça, c'est de l'argent qui est parti, comme tu dis, le bras est dans le tordeur. Et on réalise que François-Philippe Champagne du fédéral a été nettement plus stratégique parce que toutes les dépenses, toutes les promesses d'argent du fédéral sont sous condition. Présentement, le fédéral a mis 0 $ et si la compagnie fait faillite demain, c'est 0 $ qui aurait été dépensé par le fédéral. C'est pas des farces. On s'est fait over-stratégiquement avoir par le gouvernement le plus dépensier de l'histoire du pays. C'est capoté quand même, là. Écoute, je te dirais que je suis pas aussi prête à pardonner des politiciens fédéraux ici, parce que parfois, c'est juste de la chance au lieu de la compétence. Mais si tu me dois me demander c'est quoi, si on est obligé de subventionner quelque chose, donc si tu mets le fusil sur la tempe et tu me dis il faut qu'on subventionne des activités industrielles, je te dirais que mettre des conditions, c'est probablement mieux que ne pas en mettre. Oui. Donc, à cet égard-là, si on pouvait au minimum faire des conditions plus souvent, ça serait mieux. Mais la meilleure chose, parce qu'il n'y a pas de fusil sur ma tempe, c'est qu'on arrête de subventionner des activités industrielles. Il faut se rappeler que juste par l'effet de sélection, les compagnies qui vont aller demander ça pour venir faire des investissements, c'est probablement pas des compagnies innovatrices, c'est probablement pas des compagnies qui sont bien gérées. Généralement, les compagnies qui dépensent plus de ressources à essayer de faire plaisir à des politiciens pour avoir des traitements de faveur, c'est pas des compagnies excessivement bien gérées. Il y a une grosse littérature là-dessus. Le seul effet qui vient qu'on peut voir, il y en a un, puis je me souviens d'un article que j'avais adoré, un des effets des programmes de subvention, c'est que les entreprises dépensent davantage en dépenses récréatives, donc les repas déduits. Il y a vraiment un article sur ça qui est sorti il y a quelques années qui montre que c'est une des choses qui dépensent davantage dessus. Ils dépensent davantage pour justement parler à des politiciens après que les programmes de subvention soient développés. C'est pas nécessairement des firmes qui font des produits de bonne qualité ou qui sont les meilleurs dans leur domaine. Mais on est un peu foutu là, parce que tu sais, quand tu regardes notre environnement économique, est-ce qu'une compagnie extrêmement bien gérée va venir s'installer ici sans subvention? Ça, c'est l'œuf ou la poule, là? Non, je pense que étant donné nos taux d'imposition, notre pouvoir réglementaire, c'est vrai que la subvention a probablement attiré. Mais il faut voir l'autre partie de la médaille. L'autre partie de la médaille, c'est à cause qu'on donne généralement beaucoup de subventions, on doit taxer davantage. Au final, puis ça fait plusieurs fois que je le souligne, si tu prends les dépenses de toutes les agences comme Investissement Québec, comme le ministère du Développement économique, tous les autres ministères qui donnent des subventions indirectement à du développement économique, tu prends tout ça, tu fais la somme, c'est plus de dépenses qu'on a sur ça qu'on a de revenus sur le bénéfice des sociétés. Donc, tu pourrais juste dire, on arrête toutes ces subventions-là, on les élimine, on les met à zéro et on baisse les impôts de manière conforme. Et ça serait probablement beaucoup plus efficace. Oui, mais écoute, là, on n'est pas dans ce modèle-là, pas tout. Au Canada, peut-être. Écoute, je suis un idéaliste. Oui, je sais bien, mais il ne faut pas arrêter d'avoir de l'espoir. Moi, ça, c'est mon défaut. Des fois, le cynisme finit par gagner. Écoute, on va jaser de décroissance. C'est un sujet intéressant parce que depuis plusieurs années. Pas vraiment. Moi, je trouve que oui, parce que faut pas laisser aller ces espèces c'est des moods, là, tu sais, là, ça part. Oui. Et là, c'est une réflexion de base très simple, OK? C'est, écoute,
il ne peut pas y avoir de la croissance éternelle parce que la croissance égale la consommation. De la consommation, ça pollue. Là, on vient mêler là-dedans l'environnement. Donc, la solution facile, il faut décroître, il faut consommer moins, il faut posséder moins, il faut en avoir moins tout le temps. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben écoute, quand je disais pas particulièrement intéressant, c'est pas dans le sens que le sujet est pas intéressant, c'est que les résultats sont absolument pas intéressants. OK. C'est ça que je voulais dire. Je voulais pas pour que les auditeurs comprennent, c'est parce que c'est un sujet qui est excessivement déprimant étant donné la popularité des idées, mais surtout étant donné le fait que, puis il y a un article que j'adore qui soit sorti il y a quelques jours dans un journal qui s'appelle Ecological Economics qui regardait la proportion des articles qui ont été écrits dans le domaine de la décroissance et 90% d'entre eux n'ont aucun contenu empirique. C'est largement... C'est de l'idéologie. En fait, l'auteur qualifie ça carrément de texte d'opinion plutôt que de la recherche sérieuse. J'appréciais l'euphémisme de ça. Mais quand on regarde, en fait, ça tient même pas avec... J'ai pas besoin de gros tests statistiques pour voir qu'il y a probablement quelque chose qui est pas... qui tient pas du tout. Premièrement, on voit plusieurs pays qui ont des améliorations ils ont des augmentations de revenus et qui sont capables aussi en même temps, que ce soit avec intervention de l'État ou par le fruit de la croissance économique, c'est pas particulièrement important ici, mais qui sont capables de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Puis les émissions de gaz à effet de serre, c'est celui qui devrait être le plus difficile de voir la relation positive entre développement économique ou l'absence d'antagonisme entre développement économique et amélioration environnementale, parce que c'est le problème le plus important. Mais si tu regardes sur d'autres indicateurs, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, l'utilisation des terres agricoles, la pollution atmosphérique de particules lourdes, toutes ces choses-là, dans plusieurs pays, diminuent en même temps que les revenus augmentent. Donc, il n'y a pas d'antagonisme entre croissance économique et performance on s'est environnementale. créé des ennemis. C'est comme si on les avait confrontés alors qu'ils pourraient marcher côte à côte. C'est un peu ça, là. Oui, mais je pense en même temps que les gens qui sont pro-décroissance, c'est des gens qui ont une solution, qui cherchaient un problème pour une solution qu'ils avaient déjà. Mais qui peut triper à dire hey, on va être moins confortable, on va avoir moins de luxe, on va avoir moins de loisirs, qui a à pousser ça? J'essaie encore de comprendre. Ben, les tout faits courts, là. Ouais, mais... Leur point de vue, c'est l'idée que l'être humain consomme trop et que ça endommage la nature et qu'il faut... Puis là, j'essaie de leur donner la meilleure interprétation possible, pas de mauvaise foi. Parce que c'est vrai que ça peut partir d'un bon sentiment de dire on va tuer la planète, il faut arrêter de consommer. Tu sais, si je vais à la base, là, c'est un peu ça, là. Oui, mais l'affaire, c'est qu'empiriquement, ça ne tient pas. Tu vois, par exemple, que les pays les plus riches sont ceux dans lesquels la biodiversité augmente. Et en fait, même dans le rapport du GIEC, où est-ce qu'il y avait une section dans le dernier volume, le GIEC, qui est le groupe qui gère qui étudie le réchauffement climatique, qui fait des recommandations de politique publique, puis essaie de faire des scénarios des dommages causés. Il montre que la biodiversité dans le monde au complet est en danger. Mais quand tu regardes à des niveaux plus locaux, donc dans les pays les plus riches, les tendances sont à l'amélioration. Là, ici, ça veut dire que il n'y a pas d'antagonisme. Maintenant, tu peux t'ostiner, tu peux avoir des économistes plus libéraux comme moi. Oui, mais moi, je vais jouer le gars de l'autre bord. C'est bon. Ouais, je vais jouer le gars de l'autre bord. Ça va régler les problèmes. Mais il y en a d'autres aussi qui vont dire que parce qu'on est riche, on peut se permettre plus facilement des politiques environnementales qui viennent essayer de régler ces problèmes-là. Si tu parles à l'économiste médian, là, tu vas voir que l'économiste de gauche puis l'économiste de droite vont dire à peu près la même chose. Il n'y a pas de raison de croire que la croissance économique vient au dommage de l'environnement. En fait, tout nous indique, pour des mécanismes différents, dépendant à qui tu demandes, tu vois que les deux choses peuvent aller de pair. Je pense que vraiment ce qui se passe ici, c'est que les gens qui sont pro-décroissance confondent opinion et fait, mais aussi voient davantage quelque chose qu'ils auraient déjà voulu indépendamment du problème. Parce que des mouvements de décroissance, t'en avais au 19e siècle déjà, qui parlaient exactement de la même chose avec des problèmes différents. Et puis c'était ça aussi. Mais il y a beaucoup d'émotions là-dedans, je pense. C'est la base de la réflexion, là. C'est de faire en sorte qu'on pense que la terre, on peut la tuer. Parce que, tu sais, mettons, je fais l'avocat du diable sur je fais du chemin sur ce que tu viens de dire. Là, on va me dire, oui, mais dans les pays pauvres, parce que c'est nous autres, c'est à cause des riches. Nous autres, on se donne bonne figure en bannissant des sacs de plastique, mais on va défricher les forêts amazoniennes pour consommer des fruits exotiques.
sais, est-ce que dans cette... Ils ont-tu un point, là? Non, pas vraiment, parce que, écoute, juste sur la question de la forestation, parce que c'est un maudit bon exemple. La forestation, il y a une relation très bien documentée que les pays les plus... Quand tu es un pays pauvre, au début, tu défriches énormément. Ouais. Tu endommages la forêt et les forêts vierges diminuent. Mais après un certain point, les forêts recommencent à apparaître et tu vois une augmentation du couvert forestier. Donc, si tu regardes dans les pays riches, puis tu les regardes à travers le temps, disons par exemple la France, les États-Unis, tu vois que le couvert forestier a diminué pendant 1 ou 2 siècles, mais depuis les dernières 60 ans, il est en augmentation parce qu'on est tellement productif qu'on a besoin de moins de terres agricoles. Donc, des terres peuvent retourner à la nature. On est capable de mieux se concentrer grâce à des technologies de transport qui sont supérieures. On peut se concentrer dans des grandes villes. Donc, on a moins besoin de terres de s'étaler en termes de où est-ce qu'on vit. Et ce que tu vois, c'est une tendance justement à la reforestation qui se produit dans les pays qui s'enrichissent. Donc, c'est un bon exemple de ça. Puis en fait, il y a... Les écologistes aiment parler d'un truc qui s'appelle l'empreinte écologique, puis c'est le nombre souvent qui est présenté, le nombre de planètes qu'on a besoin pour couvrir toute la consommation de l'humanité. Puis l'idée, c'est qu'il y a un déficit écologique si on surpasse la biocapacité de la planète. Bien, quand ils mesurent ça, il y a 6 dimensions à ça, dont le couvert forestier qu'on vient de parler. Mm-hmm. Et il y a un article qui est sorti dans PLOS ONE Biology qui montrait que sur 4 des 6 dimensions, il n'y en a pas de déficit. Il y en a pas. Il y en a un autre sur une autre des dimensions qui est très petit, mais le gros des dommages qu'on fait est concentré sur un seul truc, les émissions de gaz à effet de serre. Et lui, c'est vraiment un problème. Mais comme je te disais au début, il y a des pays qui sont capables de croître, d'avoir du développement économique et de voir soit leurs émissions stagner ou même baisser. Donc, c'est pas impossible d'avoir de la croissance économique et des améliorations environnementales. En fait, on a beaucoup d'évidence que c'est tout à fait possible. Les gens de la décroissance confondent des désirs, des opinions avec des faits. Pourquoi tout ce qui touche je donne la décarbonation, c'est un mot à mode, ou l'environnement en général, pourquoi tout doit passer par les gouvernements? Pourquoi on n'est pas capable de transformer ces nouveaux modèles-là ou cette nouvelle façon de faire-là en quelque chose de rentable et justement de l'ajouter à la croissance économique? Pourquoi c'est toujours les gouvernements qui investissent dans ces affaires-là? C'est-tu parce que c'est trop risqué, c'est des nouvelles technologies, un peu comme Nordvolt, là? C'est quoi pourquoi on n'est pas capable de transférer le milieu économique, écologique vers le privé puis vers justement la croissance? Écoute, je ne sais pas la réponse, mais moi, je te dirais que c'est le temps qu'on flippe la table sur les gens qui se prononcent en matière d'écologie parce que moi, je me définis comme un écologiste de marché. Ou même en anglais un free market environmentalist, et que la crise du réchauffement climatique, c'est un problème créé largement par l'État. En fait, que le plus grand écocide, c'est l'écocide de l'étatisme, parce que l'État vient souvent à intervenir dans les marchés de manière à nous encourager à faire des choses qui endommagent la nature. Exemple numéro 1, au Québec, pendant près de 40 ans, Hydro-Québec a mis des prix très bas à la consommation. Les consommateurs québécois sont très contents, mais ça a fait en sorte qu'on n'en a pas exporté autant aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que tu vois aux États-Unis? Ben, tu as plus de centrales au charbon dans les États limitrophes qu'il y en aurait eu autrement. Donc, on a un peu comme délégué notre pollution aux Américains qui, eux, auraient pu consommer de l'hydroélectricité qui est moins polluante que le charbon. Si l'État n'avait pas essayé de manipuler les prix. En agriculture, par exemple, en fait, mieux que ça, j'ai un autre exemple. Pendant plusieurs décennies, une des industries que le gouvernement du Québec subventionnait à fond la caisse, c'était la sidérurgie. La sidérurgie, c'est une des industries qui pollue le plus de gaz, qui génère le plus de gaz à effet de serre. Et le gouvernement du Québec n'avait pas de problème à mettre sa main dans la poche des contribuables puis de donner de l'argent à cette industrie-là pour avoir une production dans cette industrie-là qui est pas un avantage comparatif du Québec, mais ils ont continué d'augmenter ça de manière inefficace. L'État, quand tu prends la somme de toutes ces interventions-là, il en fait beaucoup pour subventionner des dommages écologiques au lieu d'être le solutionnaire. Fait qu'à un moment donné, c'est le temps qu'on le dise. Les gens qui veulent que l'État se mette à participer à la gestion du réchauffement climatique, au-delà des mesures standards, comme disons une taxe sur le carbone, ces gens-là
sont ceux qui demandent aux pyromanes d'être pompiers. Exact. Et ils sont complètement cinglés de faire ça. C'est complètement cinglé. Le track record, c'est que l'État est probablement le plus grand perpétrateur de dommages écologiques qui ont jamais été générés. Merci, Vincent. On a bouclé la boucle. Merci beaucoup, Vincent Geloso. À la semaine prochaine. Toujours un plaisir. Salut, bye.